Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, c'est le cas de le dire. Nos bâtiments, nos maisons, nos bureaux sont-ils vraiment prêts pour le climat qui nous attend? Alors, la réponse rapide, c'est non. Mais la réponse longue, elle, est beaucoup plus intéressante. On va décortiquer ensemble pourquoi et surtout comment on peut inverser la tendance. Voilà notre programme. D'abord, on va voir ce qu'est le piège climatique. Ensuite, on regardera comment on construisait, un peu dans le rétroviseur. Puis, on découvrira les nouveaux outils pour simuler le climat de demain. On mesurera le choc des températures, ça va piquer. On verra l'approche méthodique pour s'adapter. Et enfin, on se projettera pour bâtir notre futur. Allez, c'est parti. Bon, rentrons direct dans le vif du sujet. Si on a déjà eu cette sensation que son appart se transforme en véritable fournaise dès qu'une canicule pointe le bout de son nez, eh bien ce n'est pas juste une impression. Le truc, c'est que la plupart de nos bâtiments ont été conçus pour un climat qui, tout simplement, n'existe plus. Et voilà la question fondamentale. On construit aujourd'hui des bâtiments qui vont être là pour 50, 70, 100 ans. Mais trop souvent, on le fait encore en regardant des données météo du passé. Ça crée un décalage hyper dangereux entre la façon dont on conçoit et la réalité du climat de demain. Alors, comment on faisait jusqu'à il n'y a pas si longtemps? Eh bien, on utilisait une méthode qui paraissait tout à fait logique, mais pour un climat qui était stable. Le concept clé, c'est ça, l'année météotype, l'AMT. Imaginez un peu, vous prenez 20 ou 30 ans de météo, disons de 1970 à 2000, et vous en faites une sorte d'année moyenne parfaite. Un janvier typique, un juillet typique. C'est un outil qui lisse complètement les extrêmes, comme les canicules ou les vagues de froid, pour ne garder que la norme. Et franchement, cette méthode a super bien fonctionné pendant longtemps. Elle permettait de bien calculer la taille des chaudières, des radiateurs. Le problème, le gros problème, c'est que cette fameuse norme est devenue complètement dépassée avec l'accélération du changement climatique. Cette citation, elle résume parfaitement l'absurdité de la situation. C'est comme vouloir participer à une course de Formule 1 avec une carte routière de 1985. On utilise des outils du passé pour construire le monde de demain. Et les conséquences, on les voit déjà, notamment avec ces surchauffes en été qui deviennent la règle. Heureusement, les ingénieurs et les architectes ne sont pas restés les bras ballants. Une toute nouvelle génération d'outils est arrivée et elle nous permet, enfin, d'intégrer le climat futur dès la conception des bâtiments. L'outil au cœur de tout ça, c'est la simulation thermique dynamique, ou STD. En gros, la STD, c'est un peu le jumeau numérique du bâtiment. On crée une maquette 3D virtuelle et on peut lui faire subir n'importe quel scénario météo, heure par heure, pour voir comment elle réagit, comment la chaleur rentre, comment elle sort, où elle est stockée. Et c'est là que tout change. On abandonne les anciens fichiers AMT basés sur le passé pour des fichiers qu'on appelle prospectifs. Ces nouveaux fichiers, ils ne font pas juste une moyenne du futur. Non, ils sont conçus spécifiquement pour intégrer ce qui compte le plus en été, l'intensité et la fréquence des canicules, en se basant sur les projections très sérieuses du GIEC. Concrètement, comment ça marche? Des logiciels spécialisés prennent les scénarios du GIEC pour vieillir artificiellement les données météo d'aujourd'hui. Une des approches les plus parlantes, c'est de se dire qu'un été qui était exceptionnel par le passé, comme la terrible canicule de 2003, eh bien cet été-là deviendra un été tout à fait normal vers 2050. Du coup, on prend cet extrême d'hier pour en faire notre base de travail pour demain. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on utilise ces nouvelles données dans une simulation? Les résultats sont assez violent. On va voir ça avec une étude de cas bien concrète. Et voilà l'impact. C'est une véritable claque visuelle. Des chercheurs ont modélisé un immeuble à Lyon. Avec les anciennes données météo, les fichiers AMT, on avait à peine 10 heures d'inconfort sur tout l'été. Mais en projetant le bâtiment avec la météo de 2050, ce chiffre explose littéralement. On passe à 270 heures. C'est quasiment 30 fois plus. Ce qui est crucial de comprendre ici, c'est l'échelle. On ne parle pas d'une petite augmentation, d'un ajustement. C'est un changement d'ordre de grandeur. Et la conséquence directe et quasi immédiate de ça, c'est le réflexe de la climatisation, avec tout ce que ça veut dire en termes de factures d'électricité et d'émissions de gaz à effet de serre. Face à cette urgence, les règles du jeu ont commencé à changer. En France, par exemple, la nouvelle réglementation pour les bâtiments neufs, la RE 2020, place enfin ce problème au centre des préoccupations. La RE 2020 a mis en place un nouvel indicateur, les degrés-heure. Bon, sans entrer dans le calcul complexe, l'idée c'est de mesurer à la fois la durée et l'intensité de la surchauffe. Et pour faire ce calcul, le scénario météo de référence qui est imposé, c'est celui de la canicule de 2003. C'est une reconnaissance officielle, noir sur blanc, que l'extrême d'hier est la nouvelle norme de conception d'aujourd'hui. Ok, le constat est posé, le problème est bien identifié. Maintenant, la question c'est, on fait quoi? Passons aux solutions.
comment on conçoit des bâtiments qui sont non seulement performants, mais aussi et surtout résilients. La bonne approche, ce n'est surtout pas de se jeter sur la climatisation. C'est une approche qu'on appelle hiérarchisée, une logique de sobriété avant tout. On commence par le plus simple et le plus efficace, se protéger du soleil avec des protections extérieures. Ensuite, on profite de la fraîcheur de la nuit pour surventiler le bâtiment. Après, on s'assure que l'enveloppe, l'isolation, joue bien son rôle de bouclier thermique. Et c'est seulement à la fin, si vraiment tout ça ne suffit pas, qu'on pense à un rafraîchissement actif. Et ça représente un changement de mentalité fondamental. On ne cherche plus seulement à construire des bâtiments robustes, capables de tenir une canicule type qu'on connaît bien. Non, on vise la résilience, c'est-à-dire la capacité du bâtiment à s'adapter à plein de futurs possibles, à des chaleurs peut-être encore plus folles que ce qu'on imagine aujourd'hui. On arrive au bout de cette analyse. C'est le moment de synthétiser les points les plus importants et de voir comment on peut passer concrètement à l'action. Alors, s'il y a quelques idées à garder en tête, ce sont celles-là. Premièrement, regarder dans le rétroviseur, c'est terminé. Deuxièmement, la réglementation bouge dans le bon sens, mais il faut aller plus vite. Troisièmement, la hiérarchie des solutions. Protéger, ventiler, isoler est la clé pour éviter le tout clim. Et enfin, l'objectif, c'est bien la résilience face à un futur incertain. Il y a aussi 2 pièges classiques dans lesquels il ne faut pas tomber. Le premier, c'est de croire qu'une super isolation pour l'hiver va automatiquement garantir le confort en été. C'est faux. Si on ne peut pas évacuer la chaleur qui rentre par les fenêtres ou qui est produite à l'intérieur, l'isolation la piège comme dans un thermos. Le deuxième piège, c'est la facilité de la clim, qui, en plus de coûter cher, rejette de l'air chaud de l'or et surchauffe encore plus nos villes. Donc concrètement, il faut avoir les bons réflexes et poser les bonnes questions. Que ce soit pour un projet de construction, de rénovation ou même l'achat d'un logement, voilà ce qu'il faut avoir en tête. Comment ce bâtiment est-il protégé du soleil? Est-ce que la ventilation nocturne est facile et efficace? Les réponses à ces questions sont un bon indicateur de sa résilience face aux étés qui arrivent. On termine avec cette pensée. L'enjeu est absolument immense. Ça touche à notre confort, à notre santé, à nos factures d'énergie et bien sûr à notre impact collectif sur la planète. La prise de conscience est là, les outils existent, les solutions sont connues. Il ne reste plus qu'à accélérer. Merci